Bonjour à tous, bienvenue sur Agora Manager TV. Aujourd'hui, nous allons parler nucléaire. Nucléaire, sécurité nucléaire et également déchets. Oui, comment allons-nous stocker ces déchets? Comment les stockons-nous? Comment allons-nous faire demain pour les stocker? Tout d'abord, dans un premier temps, nous allons parler du COSEN. Et pour ce faire, j'ai le plaisir aujourd'hui d'avoir comme invité le général Jean-Valéry Letterman. Bonjour. Bonjour. Donc vous êtes directeur du COSEN, général. Et puis pour parler déchets, j'ai à ma gauche François Laumann. Bonjour. Enchanté. Voilà, François Laumann, vous êtes responsable de la cellule sécurité du projet CIGEO au sein de l'ANDRA. Alors, comme je le disais, on va parler dans un premier temps du COSEN. Qu'est-ce que le COSEN? Avant tout, général, j'aimerais revenir un petit peu sur votre carrière. Donc, vous êtes officier de gendarmerie depuis 1991. Ah oui. Voilà. Alors, je ne vais pas revenir parce que 1991, vous avez fait beaucoup de choses. Je vais revenir juste sur les dernières dates. En 2017, de 2017 à 2021, vous étiez commandant de région en Languedoc-Roussillon. Absolument. Donc, vous commandiez le groupement de l'Hérault. Puis, vous êtes passé chef du CIRPA. Le CIRPA, je rappelle que c'est le service d'information et de relations publiques des armées au sein de plus particulièrement de la gendarmerie, donc de 2021 à 2024, et depuis tout récemment, septembre 2024, donc 6 mois, vous êtes directeur du COSEN. Alors le COSEN, ce fameux commandement spécialisé pour la sécurité nucléaire, qui est assez jeune, assez récent. Qui est assez jeune, qui fêtera ses 10 ans l'année prochaine. Voilà. Donc, quelle est sa vocation ? Alors, au moment de sa création, en 2016, le COSEN a été créé sur un besoin, et même plusieurs besoins. D'abord, le besoin d'avoir une réponse sécuritaire face à différents événements, des tentatives d'intrusion ou des intrusions sur différents sites nucléaires, mais aussi un contexte de terrorisme qui montait. Et donc, il a fallu, je pense, élever à ce moment-là le niveau de sécurité, en particulier de la filière nucléaire civile. Donc, il y a déjà cet aspect-là. Et puis, vous savez, le nucléaire civil, c'est un écosystème assez complexe, avec beaucoup d'acteurs. Et il y avait également un besoin de coordination. Ouais. Des différentes réponses, de convergence de ces réponses et puis de cohérence, notamment vis-à-vis des opérateurs. L'ANDRA est un des opérateurs importants, un de nos clients importants, et nous devons à ces opérateurs une réponse qui soit cohérente. Donc ce double contexte à la fois de besoins sécuritaires et de besoins de coordination a prévalu notamment à l'intuition puis à la création du COSEN entre 2016 et 2017. Alors pour ce faire, on reviendra effectivement sur les opérateurs juste après, mais pour ce faire, il a fallu mettre en place une organisation. Quelle est-elle aujourd'hui ? Absolument. Alors le COSEN est un service à compétence nationale qui est raccroché à la direction de la gendarmerie nationale, qui dépend de 2 ministères, le ministère en charge de l'énergie, qui est actuellement raccroché à Bercy, et le ministère de l'Intérieur, mais qui apporte également son appui au ministère des Armées. Ouais. Pour remplir ses missions, donc petit service, 70 personnels, il y a 2 départements métiers, principalement, et ces 2 départements métiers, l'un est tourné vers les opérateurs et s'intéresse à toutes les personnes qui accèdent sur les sites et effectuent des enquêtes administratives de sécurité ou travaillent pour les habilitations au secret de la défense nationale. Puis il y a un 2e département métier qui est plus sur les opérations, sur la doctrine, mais également sur le renseignement nucléaire. Et ça, c'est vraiment le département qui regarde vers demain sur comment améliorer encore le niveau de sécurité. Voilà, donc on a vraiment ces 2 pieds, la partie émergée de l'iceberg tournée vers les opérateurs et la partie où on travaille sur les enjeux d'aujourd'hui et de demain. Alors effectivement, ces 2 départements sont importants. On focusera peut-être davantage tout à l'heure sur la partie opérateur, premier département. Vous avez commencé à évoquer, général, les missions, mais pourriez-vous détailler quelles sont les différentes missions aujourd'hui ? Oui, absolument. Alors tout ça se trouve dans les textes fondateurs du COSEN. Il y a eu un arrêté en 2016 et surtout un décret en 2017 qui l'a constitué en service à compétence nationale, et on trouve bien les 4 missions principales du COSEN dans ce décret. La première chose, c'est qu'il s'agit d'assurer le contrôle et le suivi des personnes accédant aux installations et aux activités nucléaires, les installations physiques et les activités comme les transports par exemple. Et donc là, c'est l'un des 2 départements que j'évoquais. Cette mission-là, c'est la mission des enquêtes administratives de sécurité, et
la mission également d'habilitation au secret de la défense nationale. À côté de cette mission qui, encore une fois, est celle qui occupe la majorité de mes personnels et qui est la plus connue de nos différents correspondants, il y a une mission de centralisation et de travail sur les informations et le renseignement d'intérêt nucléaire. Donc on travaille uniquement source ouverte, mais j'ai des spécialistes qui savent chercher l'information là où elle est pour ensuite l'apporter vers nos différents correspondants et interlocuteurs dans ce domaine assez particulier. Troisième mission, c'est une mission un peu de doctrine, c'est celle d'améliorer, d'harmoniser tous les concepts opérationnels. Par exemple sur les exercices, sur les transports, ou comme je vous le disais, sur les réflexions de ce que sera le COSCEN demain ou quels seront les besoins demain. Et puis la quatrième mission qui est présente dans le décret aussi, c'est de développer l'expertise de la police et de la gendarmerie, enfin des policiers et des gendarmes sur le terrain, dans le domaine justement de la sécurité nucléaire, et en particulier dans les aires spéciales de surveillance ou à tout le moins autour des différents sites ou des différentes activités. Voilà, ce sont vraiment les 4 missions qu'on retrouve dans le décret qui expliquent notre organisation et puis qui nous animent au quotidien. Général, vous avez dit, effectivement, 70 personnes, c'est peu. Vous recrutez des personnes au sein de la gendarmerie, du ministère de l'Intérieur essentiellement, ou vous avez des civils également? Oui, c'est une bonne question. L'ensemble de mes personnels dépend du ministère de l'Intérieur. Alors, il y a des gendarmes, il y a des policiers qui, en général, sont issus des communautés du renseignement, qui ont une expérience dans le domaine nucléaire ou une expérience dans la sûreté-sécurité. Donc, il y a vraiment cette triple culture au COSCEN, renseignement, sûreté-sécurité et nucléaire. Et aux côtés des policiers et des gendarmes, il y a également des personnels civils qu'on recrute, soit des fonctionnaires, soit des contractuels, sur des postes définis, qui ensuite rejoignent le ministère de l'Intérieur et qui également développent cette expertise. On insiste beaucoup sur la formation. Tous les personnels affectés chez nous suivent un cycle de formation et chaque année, l'ensemble des nouveaux arrivants a également un séminaire d'1 semaine pour les acculturer à toute cette matière, tout ce domaine nucléaire qui est qui est quand même très spécifique. Cette formation est délivrée par un organisme privé ou bien au sein du ministère? Alors en fait, on a les deux, c'est-à-dire qu'on a notre formation internalisée au COSCEN, mais qu'on s'abonne également à différentes offres de formation de différents partenaires. J'imagine que ça vous parle, François, puisque la formation, j'imagine que c'est au quotidien également chez vous. Chez nous, c'est en permanence, en fait, parce qu'on est aussi multiculturel, vu qu'on a des ingénieurs qui ont différents profils. Il faut assembler des métiers qui parfois sont en opposition. Donc, c'est un travail du quotidien pour obtenir la meilleure des solutions. Très bien. Alors, justement, je vais vous donner la parole, François, puisqu'on a parlé tout à l'heure des opérateurs qui font partie des acteurs avec lesquels vous êtes au quotidien, en permanence, en contact. Pourriez-vous rappeler un petit peu les différents opérateurs et acteurs avec lesquels vous travaillez? Alors, on travaille d'abord avec toute la sphère institutionnelle. Bien sûr. Donc, ça part des 3 ministères que j'évoquais. Évidemment, on est dans un domaine interministériel, donc on travaille beaucoup avec le SGDSN. Donc, il y a toute cette partie institutionnelle. Et après, il y a tous les organismes de contrôle, en particulier la NSR. Enfin voilà, on est vraiment dans cette partie, l'ARSN, pardon, cette partie institutionnelle. Et puis, il y a les opérateurs qui sont nos interlocuteurs du quotidien, nos clients, ceux pour lesquels on fait ce travail, et notamment les enquêtes administratives de sécurité. C'est en 2024 plus de 470 000. Et donc avec un opérateur comme EDF qui est notre principal client, mais on travaille effectivement avec l'Andra, avec le CEA, avec Orano, avec Framatome, et puis avec quelques autres. Et avec tous ces opérateurs, on entretient des liens extrêmement étroits pour affiner toujours plus la réponse qu'on apporte, et puis pour apporter une réponse également qui soit unifiée, à la fois sur les territoires et entre les différents opérateurs. Ça rassure, François, d'avoir le COSCEN à vos côtés? Complètement, complètement. Ça a été une création qui était attendue de la part des producteurs pour justement unifier la réponse. Comme l'a dit le général, effectivement, auparavant,
il y avait parfois un peu des discordances et l'objectif en fait c'était d'unifier, et la création du COSCEN aujourd'hui c'est un plaisir. Déjà c'est un plaisir de travailler avec eux au quotidien parce que on a besoin d'eux pour permettre aujourd'hui de faire de la sécurité globale, c'est-à-dire que les gens qui viennent chez nous aujourd'hui on est à peu près sûr de leur profil et on ne met pas le loup dans la bergerie. Donc c'est rassurant parce que ça nous permet de travailler, alors aussi bien au quotidien sur nos sites industriels que sur nos sites de recherche ou sur nos projets parce qu'on a besoin aujourd'hui de protéger aussi notre savoir vis-à-vis de la concurrence. Bien évidemment. On va avancer un petit peu dans le temps. On a parlé de sa création, on a parlé des missions, de l'organisation. J'aurais aimé revenir sur un point important, me semble-t-il, c'est ce fameux décret qui est sorti en mars 2020 qui permet aujourd'hui au COSCEN de collecter et de diffuser des informations sur les menaces visant les sites nucléaires. Vous avez parlé, Général, justement de ces fameux acteurs au sein du COSCEN, de renseignement. Est-ce que c'est quelque chose qui est de plus en plus prégnant au sein de vos missions, qui prennent de plus en plus d'importance? En fait, ce qu'il faut retenir, c'est que le COSCEN étant un service jeune, on est en constante amélioration. Et en effet, notre objectif, c'est vraiment d'élever ce niveau de sécurité de la filière nucléaire. Et donc, on continue à travailler sur des outils. Alors, ça peut être des outils, effectivement, de systèmes d'information, ça peut être différentes méthodes pour améliorer la collecte et la diffusion de l'information, pour améliorer la réponse aux opérateurs, pour améliorer la qualité des exercices. Donc, on est dans ce mode d'amélioration continue. Et par exemple, ce qui nous intéresse beaucoup, vu la masse de données que j'indiquais il y a un instant, près de 500 000 enquêtes administratives chaque année à partir de maintenant, et ça va augmenter, eh bien c'est d'avoir une capacité de détection de signaux faibles. Ouais. Et actuellement, on est en train de terminer la réalisation d'un système de traitement de l'information qui s'appelle ODINUC, optimisation des données et informations d'intérêt nucléaire, qui nous permettra justement, à travers cette masse de données, d'être capable de détecter des choses... Ce qui est très récent, hein, c'est depuis 2024. Alors, c'est le décret de ce système, effectivement, est sorti en 2024, et on est en phase là de réglage des derniers points pour qu'il soit opérationnel dans quelques semaines. Cette collecte d'informations, c'est tout ce qui est renseignement finalement, des signaux faibles comme vous l'avez spécifié. Est-ce que ça fait partie est-ce que c'est la priorité dans les enjeux actuels que vous avez? En fait, l'enjeu principal, c'est de répondre à le développement de cette filière nucléaire civile, à la montée en puissance depuis le discours de Belfort du président de la République en février 2022 et la relance du nucléaire et le nouveau nucléaire. On voit bien qu'avec les EPR qui sont annoncés, avec les SMR qui sont annoncés, on voit bien qu'il y a de nouveaux défis, notamment en matière de sécurité. On voit bien également qu'il va y avoir beaucoup de recrutement. La profession annonce plus de 100 000 personnes recrutées en 10 ans. Ça, c'est juste les personnes recrutées, sans parler des sous-traitants. En espérant que le COSCEN grossisse aussi, du coup. Alors, ça, on verra. Mais en attendant, pour nous, c'est sûr que ça... Vous allez avoir du travail. C'est l'enjeu. C'est l'enjeu. Et donc, il va falloir qu'on réponde à ça, qu'on réponde aussi à l'évolution des menaces. On sait qu'on est dans un monde qui est quand même, qui semble de plus en plus dangereux. Et on a beaucoup parlé des menaces physiques, donc des intrusions de différentes sortes. Mais il y a beaucoup d'autres menaces. Il y a la menace cyber, il y a le vol de données, voilà, tout ce qui est intelligence économique. On est aussi sur tous ces sujets-là. C'est aussi pour nous des marges de progrès. Et j'insiste, il y a un dernier enjeu, on y pense moins, c'est aussi un enjeu de transparence. On est sur un sujet extrêmement sensible qui nécessite une grande acceptabilité sociale. Et un de nos enjeux au COSCEN, on le sait, c'est justement d'être transparent et d'expliquer ce qu'on fait. Que les citoyens comprennent effectivement l'intérêt, les enjeux, mais également l'intérêt. Très clairement. Très bien. Aujourd'hui, le COSCEN délivre des avis préalables à autorisation d'accès à un site, à des activités. Pourriez-vous expliquer un petit peu, Général ? Alors, effectivement, les opérateurs nous saisissent sur des personnes qui doivent accéder sur les sites.
On fait donc une enquête administrative qui est assez poussée, hein, qui s'appuie notamment sur un logiciel qui s'appelle ACRED, que le COSEN a en co-administration avec le SNEAS, qui est l'autre grand service qui fait des enquêtes administratives de sécurité. L'avis qu'on délivre est un avis non conforme, c'est-à-dire qu'on donne un avis à l'opérateur qui, lui, peut décider s'il le suit ou pas, en fonction de ses propres critères, qui peuvent être par exemple aussi un métier très rare, un besoin très particulier. Alors, très majoritairement, ces avis sont suivis. Et pour la personne qui a un refus d'accès sur un site, eh bien, elle est en mesure, bien sûr, puisqu'on est dans un état de droit, de faire un recours qui va être traité ensuite dans une commission de recours qui, là, délivrera cette fois un avis conforme. Et s'il est toujours négatif, la personne qui souhaite aller plus loin pourra cette fois aller faire un recours au tribunal administratif. Donc vous voyez, il y a tout un système qui permet à chacun d'être reconnu dans ses droits. Voilà, alors justement, je me tourne vers un des opérateurs, du moins vous représentez un opérateur, François. Alors avant de vous laisser la parole et de nous expliquer ce fameux projet, et avant tout, avant d'expliquer le projet, d'expliquer l'Andra aussi un petit peu, je voudrais revenir sur votre bio. Avant d'avoir le poste que vous avez actuellement, et ce depuis quand même un petit temps, 2013, vous avez été directeur du Centre de formation risques et technologies NRBCE. Vous étiez déjà sur ces sujets, voilà, à la BSPP, ce de 1988 à 2013. Puis vous avez été chef du service risques technologiques et naturels, donc à l'ENSOSP, l'École nationale supérieure des officiers de sapeurs-pompiers, de 2008 à 2013. Alors je me suis trompée, il y a eu une petite erreur en fait. Bon, voilà. Mais entre 88 et 2013, vous avez eu deux postes différents. Voilà. Tout ça pour dire qu'effectivement, tout ce qui est risque technologique, risque industriel, et aujourd'hui, sur cette partie nucléaire, vous maîtrisez. J'essaie de maîtriser, en fait. Il faut demeurer humble, en fait, et se préparer, et préparer la nation à pouvoir y répondre, en fait. J'ai été piqué suite aux attentats de Tokyo, où la France s'est tournée vers la BSPP à l'époque, parce que Paris est une plateforme un petit peu atypique, en disant et si ça se produit chez nous, comment vous faites? Donc j'ai commencé le NRBC tout petit. Voilà, on a écrit un certain nombre de textes en lien avec le SGDN à l'époque, maintenant SGDSN, qui permet aujourd'hui à la nation de pouvoir répondre sur l'ensemble du territoire à ces problématiques, que ce soit sur le risque radiologique ou sur le risque chimique. Donc globalement, effectivement, et puis après il y a une montée en compétences, la création d'un centre, la direction d'un centre, la formation des spécialistes nationaux, et puis une culture aussi de l'interservice, c'est-à-dire que déjà le continuum de sécurité était là, parce que quand on est sur une intervention, on n'est jamais seul, on est avec un exploitant qui a un site à défendre. Moi j'intervenais en tant que pompier, mais il y a d'autres acteurs, on intervenait très régulièrement sur la plateforme parisienne, plutôt avec la police, donc on était une des directions de la préfecture. Donc il y a besoin de toujours s'agréger. On a travaillé aujourd'hui à former la RATP, la SNCF, Aéroport de Paris, donc les opérateurs pour pouvoir répondre et avoir une réponse globale. C'est-à-dire que chacun trouvait sa place dans le dispositif, et y compris les associations, que ce soit la Croix-Rouge, la Protection civile, sur ce type d'événement. Alors François, le général l'a longuement expliqué, à la fois ce qu'était le COSEN, comment il travaillait avec des opérateurs. Vous avez exprimé le fait que ce travail au quotidien ensemble était essentiel. J'aimerais, avant qu'on parle du projet CIGEO en tant que tel, qui est quand même un vaste projet, on va en parler pendant des années, pourriez-vous revenir sur l'Andra ? Alors, qu'est-ce que l'Andra? L'Andra est le 4e opérateur nucléaire français, derrière EDF, Orano, LCEA. On a en charge aujourd'hui, Andra veut dire Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs. En fait, on est au bout de la filière, et la France est le seul pays au monde, en fait, à avoir la compétence sur l'ensemble du cycle du nucléaire. De la production du combustible à son retraitement et au stockage. La mission de l'agence, en fait, c'est d'assurer le stockage pour les générations futures avec le moins de contraintes possibles pour les générations futures.
On a été créé en 91 par la loi Bataille. On émane du CEA, comme beaucoup d'opérateurs. La loi Bataille, en fait, nous fixait à créer cette agence publique qui se voulait indépendante par rapport aux producteurs et en même temps de travailler sur la gestion long terme des déchets. On avait aujourd'hui du stockage pour des déchets d'une certaine catégorie, mais pas pour tous les déchets. Donc il fallait qu'on travaille aujourd'hui sur les déchets de haute activité et donc trouver des solutions. Il y avait 3 pistes aujourd'hui en réflexion dans cette loi. La transmutation, c'est-à-dire transformer le plomb en or, qui a été confié au CEA. Le stockage en subsurface, donc à des profondeurs d'environ 40 à 50 mètres. Et puis le stockage profond qui a été confié à l'ANDRA pour les déchets de haute activité. Et puis est né au fil du temps en fait le projet CIGEO avec la conception. Et c'est ce qui a été retenu aujourd'hui comme solution la plus efficiente. Et c'est un partage aujourd'hui qui se fait à l'international. Et on est aujourd'hui, on dépend aussi de l'AIEA, de l'agence internationale. Et c'est un consensus international de stocker les déchets en grande profondeur. Il y a des projets similaires dans d'autres pays ? Alors, il y a des projets similaires, pas tous au même niveau d'avancement. Il y en a qui sont en réflexion aujourd'hui, ils y réfléchissent, ils n'ont pas obligatoirement un site, c'est l'Angleterre, la Belgique, la Suisse. On a la Suède et la Finlande qui sont en train de créer leur installation, donc avec d'autres types de combustibles, parce qu'ils stockent du combustible usé, eux. Nous, on a du retraitement, on a la chance d'avoir la Hague et du retraitement, donc aujourd'hui, ce que l'on met est vraiment optimisé en termes de déchets. Et nous, aujourd'hui, on est en janvier 2023, on a déposé la demande de création pour cette future installation et on est devenu exploitant nucléaire d'un nouveau et futur site, on l'espère, si on obtient ce décret. Et on le saura en 2026. Ça fait peur pour la population ? Vous parlez de communication tout à l'heure, de pouvoir informer, de transparence. Aujourd'hui, on a la loi sur la transparence du nucléaire qui nous guide. Une des vocations de l'agence aujourd'hui, c'est aussi de démystifier ce qu'est le nucléaire. On le côtoie au quotidien, on l'utilise au quotidien. Dès qu'on allume son portable, qu'on envoie un mail, on va consommer de l'électricité. Ouais. Derrière, c'est à peu près aujourd'hui estimé 1 à 2 kilos de déchets nucléaires par habitant. Donc tout le monde en crée. Et ça va être multiplié par 10, non ? Non, parce dans quelques années. Alors en même temps, on optimise le combustible de façon à produire mieux, à être plus économe, plus éco-responsable. Donc tout avance en même temps. L'objectif, c'est de créer aussi moins de déchets. Il y a des pistes aujourd'hui de réflexion pour réutiliser certains déchets de faible activité sur des sites nucléaires. Donc il y a des réflexions, des pistes, c'est de la R&D, de façon à les réduire au maximum. Ouais. Ok. Vous avez une slide là qui présente justement ces déchets. Oui. Alors, quel type de déchets ? En fait, aujourd'hui, l'agence, on va dire que les gros producteurs, c'est EDF, Orano, CEA. Mais on a à peu près 1000 producteurs de déchets nucléaires en France aujourd'hui à notre actif. Donc ce sont nos clients qui vont nous amener des déchets que l'on va devoir traiter. Ce sont les hôpitaux, ce sont les universités, c'est l'armée également qui en a. Et puis, on peut avoir aujourd'hui des sites un peu plus isolés. Et puis, on a toute notre histoire de Pierre et Marie Curie depuis qu'on a créé, en fait, qu'on a découvert la radioactivité. Et on retrouve des roches. On a une intervention dans un musée, là, prochainement, pour aller assainir et vérifier effectivement que le public ne soit pas soumis à des effets de la radioactivité ou des objets qu'on peut être amené à retrouver dans son héritage parfois. Donc l'agence est en charge aujourd'hui de prendre en compte tous ces déchets. On est le seul opérateur aujourd'hui à stocker les déchets. D'accord, et comme vous l'expliquiez effectivement, vous travaillez aussi avec des archéologues puisque à partir du moment où on est sur des travaux de construction, de réaménagement, réhabilitation, il va y avoir, peut-être pas à chaque fois, mais il peut y avoir... Alors effectivement, l'ANDRA a la particularité sur ce projet CIGEO de construire sur un site qui est vierge, sur lequel il n'y a pas d'histoire du nucléaire. On est dans un département, enfin on est sur 2 départements, la Haute-Marne et la Meuse. Aujourd'hui, donc on crée un futur site aujourd'hui, donc il faut s'assurer effectivement, il y a des demandes d'autorisation et l'archéologie préventive fait partie aujourd'hui de ces différentes demandes qu'il nous faut aujourd'hui. Combien de milliers de kilomètres ? Alors,
La future emprise aujourd'hui, c'est 2 fois 300 hectares, mais aujourd'hui, l'emprise de réflexion, parce qu'on va faire des forages parfois sur des grandes distances pour vérifier, on est à peu près sur 1200 km². 200 km². Au niveau de la profondeur? Alors on descend à 500 mètres dans une petite couche qui parcourt le bassin parisien, qui va jusqu'en Angleterre, et on est sur une couche qui fait à peu près 150 mètres d'épaisseur, et on va travailler au milieu. Voilà, alors vous expliquiez également que finalement on peut croire que l'enfouissement est simple, on creuse, mais c'est beaucoup plus complexe que ceci, parce que vous devez faire appel à différents acteurs. Je crois que vous faites même appel aujourd'hui, vous avez des rails qui vont devenir privés avec une partie des trains, c'est un petit village. En fait, on va créer une ville même. C'est pas un village. C'est pas un village, c'est une ville. C'est peut-être un village gaulois, mais on va créer effectivement une ville et toute une infrastructure associée. Effectivement, les déchets, il va falloir les faire venir. Alors, les déchets existent, pour à peu près 60% de nos déchets de haute activité qui vont venir sur Cigéo. Ils existent, ils sont entreposés aujourd'hui chez les opérateurs du nucléaire. Et il faut les acheminer. Donc l'acheminement aujourd'hui le plus écologique, c'est le train, et la plupart des déchets seront acheminés par train. Donc on est en train de rénover une voie ferrée et en construire une portion là où il n'y en avait pas. Alors vous voulez nous expliquer le principe de ce stockage profond? Alors le stockage, le principe du stockage en fait, c'est d'avoir un système qui soit le plus passif possible sur le long terme. C'est-à-dire qu'on va le construire par rapport à l'industrie nucléaire, à une centrale nucléaire. Je vais vous donner l'exemple. En fait, une fois qu'on aura fini de l'exploiter, c'est le cas de Fessenheim aujourd'hui, on sort le combustible, on va l'entreposer, puis après, on va le démonter. Et donc tout ça, c'est du déchet parce que il y a eu de la contamination, la radioactivité a fait son œuvre. Et ces déchets, en fait, il va falloir les mettre quelque part. Et donc, on va les acheminer chez nous. Et l'objectif, en fait, de Cigéo, c'est à la fin, une fois qu'on aura fini de stocker les déchets, on va refermer le site, nous. On va retirer un certain nombre de choses que l'on pourra, et après, on referme. C'est-à-dire que l'argile que l'on va retirer au moment de la construction, on la garde en surface pour pouvoir la remettre, en fait, dans 150 ans, à peu près. Combien, en termes de quantité, de stockage, ça représente quoi? Alors aujourd'hui, c'est à peu près 83 000 mètres cubes à stocker. Donc c'est des déchets de haute activité. Donc ça va être un stockage qui est piloté depuis la surface. Aujourd'hui, l'objectif, c'est que l'homme ne soit pas à proximité des déchets parce que ça rayonne énormément. Donc la radioprotection est là. Et aujourd'hui, pour descendre des déchets, c'est des colis qui font à peu près une centaine de tonnes. Général, quand vous entendez ceci, mais vous connaissez par cœur maintenant, parce que même si ça fait 6 mois que vous y êtes, j'imagine que vous êtes baigné dedans. Est-ce que c'est difficile au départ, quand on arrive, qu'on dirige un service comme le COSEN, de pouvoir appréhender tout ceci? Alors, vous l'avez dit, il y a des formations, mais quand bien même. Écoutez, quand on prend la direction d'un service comme celui-là, on se prépare un peu avant quand même. Et comme on est sur un domaine qui est absolument passionnant, comme on est sur un domaine qui touche la souveraineté nationale, qui touche les intérêts supérieurs de la nation, comme on est sur quelque chose qui, en plus, est stimulant, parce que voilà, le nucléaire est relancé, et on sait que ça contribue aussi à la décarbonation. Enfin, il y a plein de choses très positives là-dedans. En fait, on y va avec beaucoup d'enthousiasme, et c'est pas si compliqué que ça, en fait, quand on a cet enthousiasme. C'est parfait. Écoutez, on le voit en tout cas, que vous avez cet enthousiasme. Vous avez parlé dans ce projet, effectivement, vous avez donné quelques dates, mais il y a un calendrier. Bien sûr qu'il y a un calendrier. Il y a un calendrier, puis il y a même un laboratoire de recherche. On a créé un laboratoire qui est souterrain. Qui est en fait dans la couche d'argile. Alors, pas avec les mêmes dimensions. Je crois qu'on en a un exemple juste derrière nous. Donc, on a des galeries qui font à peu près 4 à 5 mètres de diamètre. Les galeries de Cigéo, c'est plutôt du 8 à 10 mètres de diamètre. Ça va être un petit peu plus gros. Mais aujourd'hui, ça nous montre, on teste le matériel, on a vérifié. Donc, c'est 25 ans de recherche aujourd'hui qui nous permettent de pouvoir asseoir notre démonstration de sûreté et apporter la démonstration à la société que la solution qui est envisagée est une solution viable et durable. Sachant qu'on a des contraintes de réversibilité, de stockage, parce que la science évolue en permanence et on se doit de se préparer à pouvoir répondre à des évolutions de diverses manières. Et surtout, laisser le choix aux générations futures éventuellement de revenir en arrière.
Alors effectivement, vous avez raison de parler des générations futures parce que dans 150 ans, nous ne serons plus là. Voilà. Donc on y travaille et puis on a des travaux un petit peu atypiques parce qu'on travaille aussi sur la mémoire, non pas qu'on la perde, mais on se pose des questions aujourd'hui de savoir comment transmettre la mémoire sur plusieurs générations. Et sur plusieurs siècles également, parce que ce site, une fois fermé, va être surveillé pendant un certain nombre de centaines d'années. Et puis après, il faudra qu'il y ait une identification et que les générations futures, aujourd'hui, un petit peu comme les pyramides à une certaine époque, on puisse comprendre les hiéroglyphes ou ce que l'on aura laissé aux générations futures. Exactement. François, pour en revenir à ce calendrier plus concrètement, pour que ceux qui nous écoutent, qui nous regardent, comprennent, il y a quand même un laps de temps très très conséquent. Quelles sont les différentes étapes? On ne va pas donner tout le détail, mais les grandes étapes. Très rapidement, les grandes étapes aujourd'hui, le premier colis est prévu pour être sur l'installation, si tout le processus administratif est validé, en fait, d'arriver à l'horizon 2050. D'accord. Donc derrière, il va falloir construire un certain nombre, une quinzaine de kilomètres de galeries souterraines, des installations de surface, la voie ferrée que vous aviez évoquée, des puits, donc un certain nombre de travaux. Et tout ça, c'est un écosystème. On ne le fait pas tout seul, on le fait avec énormément de sociétés. Le général l'a évoqué aujourd'hui. Le nucléaire va recruter et recrute déjà beaucoup. On a besoin aujourd'hui, nous, de recruter. On recrute aujourd'hui, on est une petite agence, on est 800 personnels. Mais, par rapport à 70, ça va. Oui, mais le projet... C'est pas du tout, non, c'est pas comparable. Bien sûr, c'est pas comparable. Apporter la démonstration à notre autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection aujourd'hui est important. Oui. Apporter les justifications aujourd'hui scientifiques sont importants pour bien comprendre. C'est-à-dire que, on verra le plan tout à l'heure, mais... Sur le plan aujourd'hui, il est orienté d'une certaine façon, donc on ne creuse pas n'importe comment, ça a été étudié, parce qu'on a la poussée des Alpes qui peut avoir des conséquences. La géologie à prendre en compte. Les risques sismiques. Ouais. Aujourd'hui, il faut qu'on prenne en compte le changement climatique. Est-ce qu'on sera sur les mêmes bases de construction? Parce qu'on construit sur du long terme? Donc plein d'enjeux. Alors effectivement, je rebondis, merci beaucoup François, je rebondis général parce que on l'a bien compris, quelles étaient les missions principales du COSEN. Vous l'avez dit vous-même, c'est passionnant parce que ça touche à la souveraineté, vous avez complètement raison. C'est stratégique. C'est stratégique. C'est beaucoup plus que juste la sécurité ou la sûreté, puisqu'on le voit, il y a d'autres implications. Vous qui avez été à la tête de commandement, vous avez eu aussi à un moment donné à gérer bien d'autres crises, bien d'autres risques. Ça aussi, ça vous parle, c'est-à-dire d'autres risques qui ne sont pas juste la sécurité. Finalement, quelque part, on va avoir de la sécurité aussi à un moment donné, mais est-ce que... au niveau du COSEN, vous-même, vous prenez en compte aussi l'intégralité de ces risques? Bien sûr, le COSEN a justement été créé au point de départ dans cette intuition d'avoir une réponse globale à ces sujets de protection contre les malveillances et d'avoir une réponse également intégrée. Parce qu'au COSEN, on a non seulement les enquêtes administratives de sécurité, mais on y a adjoint tout le reste, c'est-à-dire la partie habilitation au secret de la défense nationale, comme je l'ai dit tout à l'heure, la partie renseignement, la partie opération et la partie doctrine. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on est à la fois un service opérationnel qui rend des réponses aux opérateurs et un service de conception qui travaille sur la doctrine et les enjeux de demain. On est sur les deux pieds, réactivité, proactivité. Réactivité aux demandes qu'on nous fait, en essayant d'améliorer toujours le niveau de nos réponses, réactivité aux incidents également, parce qu'il y en a, et on en tire des retours d'expérience qui nous servent à être toujours meilleurs dans nos réponses. Et puis proactivité, c'est-à-dire réfléchir aux enjeux de demain, ceux du développement de cette filière et du développement du nombre de personnes recrutées, mais également les différentes nouvelles menaces. Donc cette réactivité, proactivité fait qu'effectivement on est dans une réponse globale, on est dans un service intégré qui a à peu près tous les aspects, et c'est ce qui rend l'affaire extrêmement intéressante, parce qu'on a un peu tous les leviers, et de plus en plus, le COSEN peut être présent comme un acteur crédible qui apporte des solutions et qui en apportera toujours plus. Alors derrière, je vous l'ai dit, comme vous le voyez là, ça implique de la formation, des séminaires.
On rassemble tous les ans les responsables de la police et de la gendarmerie territoriaux qui ont des sites nucléaires sur leur territoire. On rassemble également les officiers de sécurité des opérateurs. On vient en appui des hauts fonctionnaires de défense des ministères auxquels on est rattaché pour, par exemple, organiser un séminaire des préfets nucléaires. Vous voyez, toutes ces choses qui diffusent cette culture de sécurité, c'est-à-dire de protection contre les menaces, et qui fait qu'effectivement on continue à travailler, à s'améliorer dans cette voie-là. Eh bien écoutez, messieurs, en tout cas c'est passionnant, un sujet passionnant et qui nous concerne tous en tant que citoyens. C'est clair. Et qui va nous occuper pendant encore de nombreuses années. Oui. Et bien après nous. Tout à fait. Comme vous l'avez dit François, pour les générations futures. Il faut transmettre la flamme. Il faut transmettre la flamme, même si les JO sont terminés, on va transmettre la flamme, puisqu'ils vont reprendre dans quelques années. Merci Général, merci François d'être venu sur ce plateau pour nous parler sécurité nucléaire. Et merci à vous tous de nous avoir suivis et à très bientôt pour une nouvelle émission.